grand oral des grandes gueules. Monsieur le sénateur de l'Allier, Claude Malhuret, bonjour, bienvenue. Je vous en prie, asseyez-vous, prenez place à la table des GG. Parce que vous vous êtes illustré jeudi dernier au moment du discours de politique générale du Premier ministre. On va peut-être écouter un extrait. Il ne reste plus aujourd'hui dans les rues le samedi que quelques acharnés d'un mouvement sans but et sans programme, zigzagant le long des boulevards comme des canards décapités, en répétant « on ne lâche rien » sans qu'on sache d'ailleurs ce qu'ils tenaient. Entre Montesquieu et Tocqueville d'un côté, Drouet et le boxeur du Pont des Arts de l'autre, je choisis les premiers, même s'ils n'ont pas d'amis sur Facebook. Ce n'est tout de même pas la faute du Sénat si M. Benalla est le seul éléphant au monde qui se promène avec son propre magasin de porcelaine. Et on pouvait continuer parce qu'après François Hollande, il y a eu droit aussi. Ouais. Alors sur François Hollande, moi, vous avez quand même un sens de la formule, Claude Malhuret, qu'il faut saluer. Bravo. Vous êtes un grand lecteur ? Oui. Parce que moi, celle que j'ai préférée, c'est lorsque vous avez dit François Hollande qui a mené une politique qui ressemble à celle que j'ai vue l'autre jour sur la route, restaurant ouvrier, cuisine bourgeoise. Je pense que tout est dit, non ? Pourquoi avez-vous eu envie... C'est ce qui explique les 6% aux élections européennes. Pourquoi avez-vous eu envie, après donc le discours de politique générale d'Édouard Philippe au Sénat, de dézinguer ainsi finalement tout le paysage politique français ? Alors, c'est pas exactement ça, mais c'était un discours de politique générale. Donc, il faut y répondre par une analyse de politique générale. Au lendemain des européennes, bien entendu, il fallait faire l'analyse du scrutin, du résultat des européennes. J'ai commencé par les extrêmes, par les populistes, de droite et de gauche. La différence entre la France et les autres pays, c'est que dans les autres pays, ils sont tous à l'extrême droite. Mais en France, c'est un pays où on révère Robespierre et où on se prend pour des sans-culottes où les contestataires se prennent pour des sans-culottes depuis l'école. On a des populistes coupés en deux, extrême droite et extrême gauche, à la présidentielle égale. Et puis l'extrême gauche s'est effondrée, etc., etc. Donc j'ai commencé par vraiment dézinguer les populistes. Pourquoi ? J'ai une allergie. Vous savez peut-être que j'ai été 10 ans président de Médecins sans frontières et avant j'ai travaillé longtemps pour toutes les victimes des régimes totalitaires, des pays communistes, des militaires, de l'extrême droite. Je suis allergique, je pense que le danger populiste aujourd'hui est extrême dans toute l'Europe, ailleurs, et par conséquent, oui, je n'ai aucun scrupule à dézinguer, comme vous dites, les extrémistes, et d'ailleurs peut-être on en parlera. Donc Mélenchon, Marine Le Pen, quand vous parlez dans le même sac. Mélenchon, ancien sénateur, entendu, il a été pendant des années sénateur, c'était d'ailleurs le plus jeune sénateur de France, vous le surnommez le leader minimo. Le leader minimo de la France soumise à Cuba, ouais. Oui, enfin, je veux dire, c'est pas pensable qu'en 2019, on est encore. Ce qui est difficile à imaginer, c'est pas que la France insoumise soit passée de 20% à 6%. Ce qui est difficile pour moi à imaginer, c'est qu'en 2019, vous ayez encore 6% des Français qui soient prêts à voter pour la révolution bolivarienne, qui soient prêts à suivre le programme d'un type à l'idéologie archi-décédée depuis 50 ans et qui nous ramène un trotskisme d'outre-tombe. Enfin, c'est pas possible. Donc, oui, Mélenchon, mais le je vais pas lui faire populisme, c'est aussi l'expression quand même du peuple qui estime que les élites ont échoué pendant tant d'années, et vous faites peut-être partie aussi des élites qui se disent raisonnables, dans le cercle de la raison, mais qui n'ont peut-être pas réglé les problèmes concrets des Français, le problème de ces zones désertées, sans service public, on l'a vu avec les Gilets jaunes, le problème de ce chômage de masse, le problème de cette fracture, de ces fractures que l'on pointe du doigt à chaque fois, d'ailleurs dans cette émission, et qui ne cesse finalement de s'accentuer. Donc il y a aussi une responsabilité de ceux qui ont été au pouvoir. Oui, alors vous l'avez été aussi, vous et d'autres. Oui, vous dites le populisme, c'est aussi le peuple. Victor Hugo disait la foule trahit le peuple. La foule est traître au peuple, il disait. Le populisme, c'est pas le peuple. Le populisme, c'est la foule. Et les modalités de démocratie directe qu'on nous propose aujourd'hui, une partie d'entre elles, c'est la foule, et c'est pas le peuple. Le RIC, par exemple, le RIC, lorsqu'il est entendu comme virer Macron, évidemment que c'est la foule.
Évidemment que c'est pas le peuple, que c'est pas la démocratie directe telle que certains la fantasment. Moi, je suis pour la démocratie représentative. Ça vous étonnera pas puisque je suis sénateur. Enfin, je pense que elle est vraiment représentative. Vous trouvez que l'Assemblée et le Sénat représentent aujourd'hui ce paysage politique, même si vous ne l'aimez pas, mais est-ce que y a-t-il par exemple un sénateur du Rassemblement national? Oui, un seul, je crois. Il y en a 2 ou 3. Enfin, il y a un groupe des non inscrits dans lesquels il y en a 2 ou 3. Est-ce qu'ils sont représentatifs? Je vais vous dire, ils ont quand même un avantage, c'est qu'ils ont été élus. Par rapport à ceux qui nous disent aujourd'hui on va faire ça, qui sont dans les rues à nous dire etc. etc. Ils ont été élus. Et ils ont été élus en général par une majorité, et d'ailleurs dans le système français, système majoritaire, c'est pas une majorité relative, c'est une vraie majorité. Donc ils ont convaincu les gens de voter pour. Alors on peut dire, ils sont élus pour 5 ans, c'est peut-être trop, il faudrait peut-être au milieu revoir les choses. Mais ils ont été élus. Et jusqu'à preuve du contraire, même Rousseau d'ailleurs, très populiste d'une certaine façon, en tout cas très démocratie du peuple, même Rousseau admettait la notion de représentant. Parce qu'on ne peut pas, dans un pays de 66 millions d'habitants, ou de 10 ou de 100 millions d'habitants, on ne peut pas faire comme l'agora athénienne et réunir tous les citoyens pour décider. On peut avoir des systèmes qui semblent plus ouverts, la proportionnelle semble plus ouverte que notre système majoritaire. Oui, on l'a vu pendant la 4e République, c'était très ouvert et c'est incapable de gouverner. Zora Habitant. Alors moi j'ai écouté votre intervention au Sénat, c'était très drôle. Moi j'ai trouvé ça très drôle. Vous avez un humour assez décapant, plutôt cynique et d'ailleurs il y avait pas mal de choses vraies dedans, un constat que je pourrais partager. Maintenant, une fois qu'on a dézingué tout le monde, une fois qu'on a fait ce constat, personne ne présente l'ordonnance détaillée, précise, le remède de comment on fait pour que des gens qui, a priori, n'étaient ni populistes, ni d'extrême droite, ni violents, ni envie de tout péter, ni envie de massacrer la démocratie, et se retrouvent d'un seul coup radicalisés. Parce que c'est quand même le lot de beaucoup de gens qui, aujourd'hui, moi j'ai des tas de gens autour de moi qui sont plutôt des gens modérés, etc., qui excédaient d'un niveau de vie, excédaient d'un certain nombre de choses, excédaient de voir que finalement la classe politique, depuis longtemps, ne répond pas du tout à leurs cris, ne répond pas du tout à leurs peurs, etc. Donc, à un moment donné, à quel moment on passe à la phase action? Une fois qu'on a dit que l'extrême droite, c'est pas bien, l'extrême gauche, c'est pas bien, que le populisme est un vrai danger et que vous avez raison, à quel moment on va passer à la phase action? À quel moment on va arrêter de nous faire comme depuis 40 ans? Attention, le populisme nous guette. Oui, ça y est, on sait. Moi, personnellement, voilà. Alors, l'ordonnance, c'est quoi? L'ordonnance, on était réunis pour ça. Puisque le gouvernement faisait un discours de politique générale. Moi, je n'appartiens pas à En Marche. Je suis constructif par rapport au gouvernement, c'est-à-dire je vote quand je trouve que c'est bien. Je suis indépendant, je suis président du groupe des indépendants. Quand je trouve que c'est bien, je vote. Quand je trouve que c'est pas bien, je vote contre. Depuis 2 ans, je constate qu'un certain nombre de... Bien sûr que c'est compliqué. Tout le monde le sait aujourd'hui, et ça je pense qu'il faut aussi mettre ce bémol, que nous sommes dans un changement de paradigme, dans un changement de civilisation, dans un changement à travers l'informatique, l'Internet, les réseaux sociaux, dans un changement industriel, dans un changement dans tous les domaines, identique à la première révolution industrielle ou à la deuxième révolution industrielle. On est dans un système international qui ressemble à celui des années 30. Je ne veux pas dire par là qu'on va avoir la guerre d'ici quelques années, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est différent, mais on est dans une somme de contraintes, de contradictions et de situations politiques complexes, avec notamment, on est entouré de Poutine, de Xi Jinping, d'Erdogan, etc., etc. C'est pas la peine que je les cite tous. C'est compliqué. Et vous savez, il y avait... Il n'y a pas de réponse simple. Je vais vous dire une chose, peut-être ça va... Il y avait un historien français, un grand historien français du début du siècle, qui s'appelait Jacques Bainville. Il est peu connu parce que il était très à droite. Il était pour l'Action française, ce qui fait que l'historiographie il n'était pas engagé dans mais il est considéré comme... C'est un excellent historien. Il a fait une histoire de France en 500 pages que je vous recommande, qui est fantastique, parce que faire une histoire de France en 500 pages, il faut le faire, et en plus, ça permet d'ailleurs de beaucoup plus la comprendre que si ça faisait 5000 pages. Et c'était un journaliste très connu.
Et il vivait à une époque qui n'était pas terrible. Il a eu la Première Guerre mondiale. Il est mort dans les années 30, au moment où le fascisme montait. C'était pas un fasciste, hein, c'était... Et l'Action française, c'était plus compliqué que ça. Bref, il avait une formule, quand on lui disait, vous savez, ça va pas du tout. Enfin, et Dieu sait qu'il y avait des raisons bien plus prégnantes qu'aujourd'hui de dire ça va pas du tout. Et Bainville répondit, vous savez, tout a toujours très mal marché. Et je trouve cette formule très très bien, parce que c'est vrai. Je veux dire, qui a dit que la vie est facile? C'est compliqué. La société, c'est compliqué. La France va pas très bien. Les responsables politiques sont là pour résoudre les problèmes ou pour aider à ce que ça aille mieux. Est-ce que la France va vraiment moins bien qu'avant? Parce qu'en fait, à écouter certains, on serait au bord du chaos. Alors, il y a beaucoup de problèmes, bien entendu, mais on est quand même dans une noirceur des choses, dans un discours très anxiogène. Et je trouve que le discours politique est très anxiogène. Moi, c'est ce qui m'avait frappé en 2017 lors de la présidentielle, où tous, même Fillon, avait un discours. Ils avaient tous des discours très anxiogènes. Peut-être le seul qui n'en avait pas, c'était Macron. Et peut-être d'ailleurs, il a eu raison parce que ça lui a profité. Je pense que Macron a eu raison. Et je ne fais pas partie des déclinistes. Je vous disais tout à l'heure que j'ai passé 15 ans de ma vie, dans des pays où la pauvreté, où les problèmes sont majeurs. En plus, c'est généralement des pays en guerre, des pays de dictature, etc. Enfin, j'ai passé comme médecin pour soigner les gens. Quand je reviens de ces pays, quand je compare notre situation, je vois tous les problèmes. Comme je disais tout à l'heure, tout a toujours très mal marché. Mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai vu pendant 15 ans de ma vie. Et par conséquent, moi, je trouve que Macron a eu raison sur ce point-là. Je pense que c'est pas en faisant de l'anxiogène, que c'est pas en se victimisant. Parce que je n'écoute que des discours victimaires. Et sur les réseaux sociaux, alors c'est encore pire que tout, j'écoute des discours victimaires et des discours de haine. Nous sommes victimes, nous allons mal, et par conséquent, il y a quelqu'un qui est responsable. Et si c'est quelqu'un qui est responsable, c'est mon patron, c'est mon chef, ou c'est le gouvernement, ou c'est les politiques. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Et les politiques font ce qu'ils peuvent, et je suis parfaitement prêt j'en fais partie, je suis parfaitement prêt à recevoir les critiques, etc. Je suis pas prêt non plus à battre ma coulpe en permanence, parce que je pense, en tout cas les politiques que je côtoie, ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, ceux qui étaient hier, certains se sont plantés durement. Aujourd'hui, il y a des problèmes de gouvernance. Je vois bien à quel point il y a des problèmes de gouvernance, mais sur le programme, j'ai pas d'opposition. Claude Malhuret, vous restez avec nous. Attends, Zora, Claude Malhuret, vous restez avec nous. Suite du grand oral. Des bons résultats. Suite du grand oral des GG dans un instant avec le sénateur de l'Allier Claude Malhuret. Question de notre docteur Jérôme Marty et Thibault Langsade. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, RMC Story. Dans les GG aujourd'hui, nous sommes avec le sénateur de l'Allier, Claude Malhuret. Alors je sais que certains disent Claude Malhuret, ça me dit quelque chose. C'est comme vous n'êtes pas un puceau en politique, monsieur Malhuret. Ça fait un moment qu'on vous voit dans le paysage. Vous avez été secrétaire d'État sous Chirac, vous avez été maire de Vichy. Ça fait un moment. Donc finalement, vous n'avez pas eu envie de décrocher un moment aussi, ou comme plutôt que la rapide au rocher de la politique, monsieur Malhuret? Il vous a pas échappé que j'ai pas mal décroché, que j'ai fait pas mal d'autres choses que de la politique. D'abord, avant de faire de la politique, comme je vous le disais, j'étais 10 ans président de Médecins Sans Frontières. Ensuite, j'ai créé au début des années 2000, j'ai créé Doctissimo avec Laurent Alexandre et des amis. Enfin bref, j'ai d'autres. Vous avez travaillé pour Corian dans la aussi. vie. J'ai travaillé pour Corian. C'est vous qui avez quand même, on peut s'arrêter un instant, Doctissimo, docteur, parce que ça, c'est un succès incroyable, Doctissimo. Ben, on sait plus que c'est Laurent Alexandre, on entend plus parler de Laurent Alexandre. C'est moi qui étais le premier président, on l'a fondé tous les deux, c'est moi qui ai conçu le site. Et bien entendu, Laurent Alexandre a été extrêmement... Alors, Doctissimo, il faut quand même l'expliquer, c'est quand même une réponse aussi à la difficulté de trouver des médecins, de trouver des spécialistes. Non, c'est une vulgarisation, il y a des travers importants dans Doctissimo, si tu veux. Ça amène un certain nombre de choses, mais il y a quand même aussi beaucoup ça peut générer de l'inquiétude parce qu'il y a une grosse vulgarisation et tu as des gens qui peuvent penser avoir des réponses alors qu'en fait, ils n'ont pas de réponse du tout, quoi. Donc ça a du bien et du mauvais, quoi. Je suis assez d'accord avec vous. Comme dans toute création, il y a des avantages et des inconvénients.
Bon, l'avantage, c'est que cette vulgarisation dont vous Ouais. parlez, je pense qu'elle est nécessaire. Oui. L'inconvénient, c'est qu'on peut devenir hypocondriaque. Il y a pas mal d'hypocondriaques qui sont sur Doctissimo. Je vais même pas. Voilà. Mais je vous ferai remarquer une chose qu'on sait pas tellement. C'est que ce qui marche le plus sur Doctissimo, ce qui a fait son succès, ce sont les forums. Alors aujourd'hui, Oui, on est passé exactement. au Web 2.0, c'est plus la même chose, etc. Mais ce sont les forums. Et le grand intérêt des forums, quand vous avez une pathologie, le grand intérêt des forums, c'est que vous avez, par exemple, vous avez le forum femmes, Ben, c'est le forum grossesse, Bien et sûr. vous avez des milliers, des centaines de milliers de des femmes bons qui conseils. discutent ensemble. Moi, j'ai eu ça. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas anxiogène, c'est plutôt, Parfois, ça peut plutôt rassurant. rassurer. On compare ses expériences. Voilà, donc je reconnais qu'il peut y avoir du plus et du moins. Question de Jérôme Marty, docteur Marty, pardon. Oui, moi, sénateur, cher confrère, moi je voulais vous remercier pour votre intervention parce que, à la fois, vous avez rappelé aux politiques un petit peu un devoir d'humilité. Même au gouvernement, Et d'ailleurs. au gouvernement, un devoir d'humilité. Pourquoi ? Parce que, globalement, on était dans une bulle politique et la bulle a éclaté. Quand Macron est arrivé, la bulle a éclaté. Je rappelle un sondage Cevipof, qui est le sondage de Sciences Po, qui est le plus sérieux sur l'étude politique, un petit peu l'étude du monde politique, qui montre depuis plusieurs années que seulement 9% des Français ont confiance dans leur élite politique. Donc on était dans une bulle. On avait le LR d'un côté, enfin l'UMP, et on avait le socialiste, et tout ça a éclaté. Et il est resté Macron et l'extrême droite. Et aujourd'hui, on est dans une bipolarité. Et c'est là où votre message est aussi important, parce que là, vous avez eu aussi un devoir de mémoire, un message de mémoire. Et c'est important parce que on voit bien que l'extrémisme n'amène que du malheur. Je ne connais pas de population de pays extrémistes heureuse, et tout peut recommencer. Et le troisième message donc, que vous amenez, c'est ce message de prévention. Moi, j'étais il y a 8 jours, il se trouve, à Guéret, où la ville faisait un hommage à mon grand-père, dans la Creuse, qui est mort, qui était résistant, qui est mort sous la torture, et où j'ai pu rencontrer même des gens qui l'ont connu. Il se trouve qu'on a aussi la personne qui était en cellule avec lui, qui a raconté heure par heure son agonie avec tout ce qu'il a pu subir. Des Français ont prêté main forte à l'époque, autant à la Gestapo qu'à la division d'Astreich qui passait dans ce village et qui l'a fait prisonnier. Tout peut recommencer. Face à l'extrême droite, on ne transige pas. On se lève et on fait face. Et vous l'avez fait. Et c'est pour ça qu'en ce sens, je voulais vous remercier. Ah ouais. Je suis Maluré. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'on est parfaitement d'accord. Est-ce que l'extrême droite d'aujourd'hui, c'est l'extrême droite d'hier ? Est-ce que le Rassemblement national de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, c'est ce qu'on a connu hier ou avant-hier avec Jean-Marie Le Pen et les nostalgiques de Pétain, de l'Algérie française et autres ? Le monde change, l'histoire change et les extrêmes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'hier. Néanmoins, la meilleure façon de regarder, c'est de regarder la réalité autour de nous. Je pense aujourd'hui, il y a quelques années, vous aviez un nombre de démocraties qui ne cessait d'augmenter, et on s'est dit, voilà, l'histoire est finie, maintenant la démocratie libérale a gagné, et notamment lors de la chute du mur. Vous voyez aujourd'hui qu'il vaut mieux pas être turc que si vous n'êtes pas... c'est Voltaire qui disait, il vaut mieux ne pas avoir raison, il est dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort. Si vous avez raison en Turquie actuellement et que vous n'êtes pas d'accord avec Erdogan, il vaut mieux pas. Chez Poutine, c'est pareil, etc., etc. Donc, le danger, et vous avez raison, le danger existe. Je n'y crois pas en France, je ne pense pas pour différentes raisons, que le Front National soit susceptible d'arriver un jour au pouvoir, et notamment en raison des mécanismes électoraux et de la présidentielle. Mais bien entendu que si ça devait arriver, rien n'était exclu. On ne peut pas simplement se dire, de toute manière, il y a 2 tours à la présidentielle. Au 2e tour, les Français ne votent pas Marine Le Pen. Sauf qu'ils votent quand même de plus en plus pour Marine Le Pen, même au 2e tour, puisque Marine Le Pen a fait mieux que son père Jean-Marie Le Pen. Il faut aussi répondre aux symptômes. Bien sûr, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bien sûr qu'on est là pour prendre des décisions. Pourquoi j'ai personnellement voté la confiance au gouvernement ? Puisque en politique, soit vous dites, soit vous êtes là pour décider. C'est d'ailleurs ce que vous dites, les élites, etc., elles doivent prendre des décisions. Donc, soit vous votez contre, soit vous votez pour, soit vous vous abstenez. S'abstenir, c'est pas terrible quand on vous demande de prendre une décision. Puis être au milieu de la route, c'est toujours pareil, on se fait écraser par les voitures qui viennent des 2 côtés. Donc il vaut mieux prendre un parti. Choisir, oui, bon, alors le parti, il n'est pas facile. J'ai des reproches à faire au gouvernement.
plus sur sa gouvernance d'ailleurs que sur ses mesures, parce que je pense qu'il a pris depuis 2 ans un certain nombre de bonnes mesures. Et sur les mesures, sur l'arrogance. Voilà, c'est sur la gouvernance, sur l'inexpérience d'une bonne partie du personnel politique. Il y a des tas de choses qu'on peut reprocher. Et vous ne trouverez jamais un gouvernement idéal, bien sûr. Mais j'ai écouté le discours du Premier ministre, j'ai écouté les mesures qui sont à venir. Vous êtes concernés puisqu'il y en a sur une grosse qui arrive sur la fonction publique, l'assurance chômage, c'est vous qui êtes concernés en tant que patron, sur la santé, bien entendu. On a passé 2 quinquennats, qui ont été gâchés. Celui de Sarkozy a été gâché par la crise de 2008, qui l'a empêché de faire quoi que ce soit. Elle était gravissime. Et celui de Hollande, comme je le disais l'autre jour, a été gâché par Hollande lui-même. Restaurant ouvrier, cuisine bourgeoise. Bon, et en plus, il s'est un peu foutu des gens qu'il avait élus, puisque voilà. On ne peut pas se permettre, on peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir un 3e quinquennat. On ne peut pas se permettre d'être dans la situation. Et c'est pour ça, à mon avis, que LR s'est cassé la figure aux européennes et aux présidentielles. On ne peut pas être dans la situation qui consiste à dire on ne pense qu'il faut absolument qu'il se plante pour qu'on puisse se faire élire en 2022. Aujourd'hui, on ne peut pas raisonner comme ça. Donc, j'espère que je suis constructif et j'espère que ça va marcher. J'ai une question très rapide. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe qui ferait que quand on est trop puissant, on est moins puissant? Je veux dire par là que quand on a une assemblée qui est ultra majoritaire comme elle est aujourd'hui, on a la sensation, la population a la sensation qu'il n'y a pas d'opposition possible et que toutes les discussions sont votées quand ça va dans le sens du gouvernement et que l'opposition n'a absolument aucune arme pour faire passer un texte ou autre parce que dès que ça vient de l'opposition, ça vote contre et comme c'est ultra majoritaire, il n'y a plus de démocratie. Et ça crée un espèce de doute justement sur une perte démocratique et une peur quand même à la montée des extrêmes parce que ça favorise paradoxalement l'extrême. C'est pour ça que je dis, est-ce que quand on n'est pas trop puissant, on n'est pas moins puissant? Oui, bien sûr, mais la politique, c'est pas que les politiques. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Vous connaissez l'expression des Américains, checks and balances. Dans toutes les démocraties, vous avez des checks and balances, des mécanismes. Ce que vous dites là, c'est Montesquieu. Montesquieu dit, voilà, si c'est tout pouvoir engendre, je me rappelle plus d'ailleurs, et le pouvoir absolu engendre la corruption absolue. Il y a vraiment de contre-pouvoirs en France. Il y a des contre-pouvoirs. Regardez dans la rue depuis 6 mois. C'est un néant contre-pouvoir. Vous êtes la presse, les médias sont un contre. Je pense même qu'aujourd'hui les médias ne sont pas seulement un contre-pouvoir, mais qu'ils sont un pouvoir et un pouvoir extrêmement fort. Le contre-pouvoir ne se passe. Et puis vous avez, excusez-moi, je vois là cet écran. Avec le Sénat, modestement, j'ose dire que le Sénat traditionnellement, même quand il était dans la même majorité que les gouvernements, a toujours été un endroit de résistance. Le Sénat, parce que ça revient régulièrement, c'est la suppression du Sénat. Ce serait une erreur? Au-delà de votre cas personnel, bien entendu, parce que vous serez supprimé avec. Mais... oui. Comme vous voyez, je peux, si je suis supprimé, je pourrais faire d'autres choses et ça ne me gêne pas beaucoup. Mais évidemment, regardez, il n'y a pas de pays démocratique sans bicamérisme. Tous les pays de dictature, soit n'ont pas d'assemblée, soit ont une assemblée bidon, soit ont une assemblée pas tout à fait bidon, mais unique. Parce que c'est comme ça que vous pouvez, que vous devenez une dictature ou que vous devenez un pouvoir illibéral. Vous pouvez regarder tout autour de nous. Il n'y a pas un seul pays démocratique qui n'ait pas un bicamérisme. Parce que la deuxième chambre, et en France c'est encore plus vrai qu'ailleurs, parce que maintenant qu'on a fait le quinquennat et qu'on a fait l'élection de l'Assemblée après le président, vous avez tous les 5 ans un président tout puissant, une Assemblée toute puissante. Or le Sénat, qui est élu en dehors de cette période, qui est élu avec un électorat différent et qui est renouvelable en 2 fois, est à contre-temps, ce qui lui permet d'être un contre-pouvoir. Thibault Langsade. Ouais, moi, je suis assez dubitatif sur ce que vous exprimez. Alors, néanmoins, vous avez quand même réussi un exercice de style, parce que c'était le discours de politique générale du Premier ministre qui s'était déjà exprimé devant l'Assemblée nationale. Donc, il fallait qu'il redise des choses, mais globalement, les éléments et les mesures étaient les mêmes. Donc, vous avez réussi, par un discours très bien construit, à vous distinguer, mais pose une question sur le fond, quand même. C'est que ce Sénat aujourd'hui, de la façon dont il est constitué, c'est-à-dire le représentant des territoires, majoritairement, est-ce que aujourd'hui n'est pas arrivé à ses limites? Autrement dit, on voit que le Parlement et l'Assemblée nationale, qui
à la majorité in fine, à la fin, puisqu'elle arrive à faire passer ce qu'elle a envie de faire passer, est-ce que cette chambre haute, dont je crois qu'il faut la conserver tout de même, pêche par sa représentativité? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des élus issus, on va dire, des territoires, mais est-ce que c'est le moment où il fait faire rentrer le monde associatif, le monde de l'entreprise, le monde des salariés, pour avoir une vision beaucoup plus globale? C'est finalement un mix, ce qui pourrait exister déjà, qui est le Conseil économique et social, qui n'apporte sur le fond, qui a une faible capacité de manœuvre et à dégager des résultats concrets. Est-ce que c'est le moment où il faut redonner à cette chambre haute une visibilité, un aura plus fort, avec des personnels différents de ce qui occupe aujourd'hui? Je n'ai rien contre les sénateurs. Néanmoins, il y a une consanguinité qui est quand même très forte. Je veux dire, c'est que, et j'apprends, d'ailleurs, je vais modérer un peu mes propos, que vous avez eu un parcours entrepreneurial, donc vous avez des compléments à apporter. Mais ce n'est pas la majorité des sénateurs qui sont ici présents. Et j'ai la plus grande estime pour tous les maires, les conseillers départementaux qui ont gravi les échelons et qui se retrouvent aujourd'hui dans cette... Claude Malhuret, il faut réformer le Sénat? Vous avez tous les parlementaires, les députés comme les sénateurs, ont été autre chose avant. On dit ils sont endogamiques, etc. Ils ont tous été entrepreneurs dans la fonction publique, restaurateurs. Vous ne pouvez pas dire ça. Regardez-moi, j'ai beaucoup de. J'ai des confrères médecins dans mon groupe. J'ai des confrères médecins, j'ai des confrères qui. Un patient. Ils travaillent, ils sont en exercice. Daniel Chassin, pour ne pas le citer, qui est sénateur de Corrèze, il est aujourd'hui, il a son cabinet. Sénat, alors, ce que je voudrais vous répondre, c'est que précisément, vous parlez des territoires. S'il y a un moment où on a besoin d'une chambre qui représente les territoires, vous faites des débats tous les jours, et vous en avez fait là-dessus, sur la fracture entre les territoires, sur le bouquin de Guilhuy, de Fourquet, etc. On ne parle que de ça aujourd'hui, de la fracture entre les métropoles et les territoires. Vous avez senti le mouvement des Gilets jaunes? Non, pas plus que quiconque. Si quelqu'un, c'est comme la crise de 2008, si vous connaissez quelqu'un qui avait prévu que Lehman Brothers allait se casser la figure, c'est un bonimenteur. Le problème, c'est que le Sénat, on nous le vend en disant c'est formidable parce que ce sont les territoires, justement. Bah oui, mais le Sénat, qui représente le territoire, n'a pas senti la crise des Gilets jaunes qui vient de ces territoires. Mais n'empêche que ce que je voulais dire, c'est que c'est au moment où ce problème est devenu un des problèmes principaux de la France, ce serait à mon avis pas opportun d'enlever la façon dont le Sénat a été élu. C'est quand même, on a l'impression que c'est pas démocratique. C'est les 36 000 maires de France. Si, parce que les campagnes sont surreprésentées par rapport aux villes. De moins en moins. Or, les Français vivent principalement dans les villes. C'est vrai, mais c'est de moins en moins. Quant à la question, est-ce qu'il faut ajouter, c'est exactement la réforme constitutionnelle que préparait Macron, qui semble maintenant s'être un peu envolée, mais en tout cas, elle n'est peut-être pas définitivement enterrée. C'est exactement celle qui prévoyait, en réformant le CESE et en faisant du CESE à travers les associations, les syndicats, etc., la chambre de préparation des deux chambres, de l'Assemblée nationale et du Sénat. La chambre des... Ah non. Cette réforme, Larcher. Alors, vous voulez mon avis, je l'ai donné au Premier ministre avant qu'il décide de la republier. Je l'ai donné au Premier ministre avec lequel j'ai de très bons rapports. Je l'ai donné au Président de la République le jour où il a reçu un par un les présidents de groupe. Et je leur ai dit, ce dont je suis persuadé, parce que je connais bien Larcher est pour cette réforme. Ah bon? Mais oui, et Larcher a dit, quand nous serons, et d'ailleurs, avant l'affaire Benalla, en juin 2018, ils avaient pratiquement topé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'affaire Benalla a tout envoyé valser, mais c'était d'accord. C'était 20% en moins, 20% de proportionnel, etc. Et aujourd'hui, je suis sûr pour ma part que Larcher, comme le Premier ministre, comme le Président de la République, auraient tenu leurs engagements. Maintenant, je conçois que ça va se passer. La réforme de 2008, Sarkozy s'est passé à une voix près du Congrès, et c'était la voix de Jack Lang, opposant. C'est vous dire. Et pourtant, la réforme était assez consensuelle. Elle redonnait plus de pouvoir aux chambres, etc. Donc celle-là, ils se rendent compte que même si le président du Sénat joue le jeu, et je pense qu'il jouera le jeu si c'est le cas, et qu'il aurait joué le jeu si ça ne se fait pas, on n'est jamais à l'abri d'une manœuvre politique de 10 ou 20 députés ou 10 ou 20 sénateurs qui, vous enlève la majorité que vous avez, et vous vous retrouvez au milieu du champ de bataille avec une bataille perdue, alors
que cette réforme constitutionnelle, d'ailleurs, elle est populaire chez les Français. Sans doute un petit peu à tort, parce qu'elle est populaire, parce qu'on veut défendre, on veut enlever des parlementaires. Voilà. Et donc c'est toujours populaire. On est en France. Je vous signale ce qu'on n'a pas assez dit, mais moi je profite du fait que je sois là chez vous pour le dire, c'est que la France est pratiquement le pays d'Europe qui a le moins de parlementaires par habitant. Le moins. Donc c'est sans doute pas le pays où c'était le plus urgent. Mais ça, on peut pas le dire aujourd'hui. Tout le monde veut qu'on diminue le nombre de parlementaires. Merci, monsieur le sénateur de l'Allier, Claude Malhuret. Merci de passer par le Grand Oral des GG. Bonne journée. Merci à vous. On enchaîne avec le GG et vous, s'il vous plaît. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Le GG, vous, donc, c'est à cette heure-ci, bien sûr, les grandes gueules qui vont répondre à vos interpellations, puisque depuis 9h ce matin, vous avez pu tenir des propos sur ces sujets qui font l'actualité, qui font société, comme on dit, et notamment Zora Habitant, puisqu'on a parlé de trafic de drogue aujourd'hui, de ses parents de Saint-Denis qui font une chaîne humaine pour interpeller les pouvoirs publics. Donc, extrait de Zora, s'il vous plaît. Moi, j'en appelle à tous les parents de France, partout où ils sont. Faites des chaînes humaines, faites du bruit pour les pouvoirs publics, parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Ce n'est pas quelques dealers qui doivent continuer de faire la loi et de pourrir la vie de l'ensemble des habitants des quartiers populaires. Parce que les gens ne savent pas que la drogue, en dehors du fait qu'il y a le guetteur, en dehors du fait qu'il y a celui qui vend, etc., il y a des familles décimées, il y a des parents qui souffrent. Nous sommes avec Alexandre, bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandre. Allez-y, je vous laisse opérer avec Zora, si je puis dire. Bonjour. Alexandre, alors, tout d'abord, c'est un plaisir de passer à l'antenne, parce que je vous écoute depuis bientôt 10 ans, depuis que j'ai commencé à travailler avec un ancien dans la menuiserie. Donc, c'est un réel plaisir de vous rencontrer, de vous parler. Et donc oui, j'écoutais ce matin, alors j'espère que mes propos ne seront pas crus et trop méchants, mais juste j'entendais ce matin par rapport à tout ce qui était problème de drogue dans les quartiers, tout ça, par rapport à la chaîne humaine, c'est pour prendre le propos. Moi qui ai grandi dans un quartier d'Orléans qui était, qui est quand même assez gros, qui est connu pas mal tout ça, sans jamais vraiment être dedans. Je pense que c'est pas réellement intervenir en faisant une chaîne humaine, en essayant de faire quelque chose par rapport à ça, que ça changera quelque chose en fait. J'entends par là que moi j'ai jamais été vraiment touché à la drogue parce que mes parents m'ont toujours ne m'ont pas dit c'est mal, faut pas toucher, mais plutôt m'ont prévenu des côtés néfastes et ils m'ont toujours prévenu que si je faisais ça, je touchais, en fin de compte, ça pouvait me faire plus de mal qu'autre chose, mais sans vraiment m'interdire à faire les choses. Ils m'ont jamais interdit à sortir. C'est pédagogie et éducation, quoi, en fait. Voilà, ça, c'est tout vient de l'éducation. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 filles. Ça veut dire que demain, si jamais elle me dit « Papa, je fume, papa, j'ai ci, j'ai ça », je serais pas là à les interdire parce que je ne pourrais pas être derrière elles. Et au contraire, j'ai vu plus d'un de mes amis qui, souvent, les parents étaient très stricts, que c'était les pires. Quand on grandit dans un quartier, c'est pas en délaissant un enfant qu'il va devenir catastrophique. Donc vous préférez l'éducation. Ouais, vous préférez l'éducation à l'interdiction, quoi, à la radicalité de l'interdiction. Zora Habitant. Mais Alexandre, je comprends tout à fait. C'est la situation idéale. Moi, j'ai eu 2 fils et ma première obsession et mon obsession continue, c'est qu'ils ne trempent pas l'un dedans, parce qu'habitant un quartier populaire, on est livré à ça. Un jour, mes enfants avaient presque 25, 27 ans. Pour se marrer, je leur ai posé la question, est-ce que vous avez été... on vous a proposé de vendre de la drogue, etc. Ils m'ont dit, mais maman, tous les jours. Bon voilà, donc j'ai été vigilante, moi personnellement, mais dans toutes les familles, c'est pas comme ça. Tous les parents ont pas une prévention aguerrie, acharnée, pointue, etc. Il y a des parents qui, sinon ça se saurait. Voilà, on n'est pas tous égaux face dans l'éducation, donc c'est compliqué. Donc à partir du moment où dans une cité on a 50, 100 mômes ou 100 jeunes ou 100 jeunes adultes qui dealent et qui proposent de la drogue à des plus petits et qui utilisent des petits pour faire les guetteurs, etc. On doit sévir et on doit punir pour pouvoir épargner le reste de la population et l'empêcher d'être otage dans le quartier de ce fléau. Alexandre, c'était la réponse de Zora. Première interpellation dans le GG et vous. Suite du GG et vous dans un instant, Alexandre. À bientôt. Bonne journée. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.